Salut! Je vous propose de faire une petite session de réponse aux questions, un peu à l'image de ce que l'on avait fait il y a un an environ. Et j'ai donc regroupé les questions sous la forme d'un certain nombre de thèmes à aborder. A tout de suite! Alors ce que vous voyez derrière moi ici, c'est les grands thèmes autour desquels je vous propose de répondre à un certain nombre de questions, soit que vous avez exprimées en commentaire, soit pour certaines que j'ai pu recevoir par email, sachant que j'ai un problème avec l'email sur Gmail, c'est que j'ai un nombre incalculable de vos emails qui arrivent en spam, pour une raison que j'ignore, si bien que je réalise que je n'ai pas pu répondre à un certain nombre de questions, puisque je les ai découvertes il y a encore peu de temps dans la boîte spam. Alors on va tout de suite parler du futur de la chaîne. Alors je tiens à vous rassurer, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter la chaîne, et j'en profite pour vous remercier d'être fidèle à cette chaîne, pour certains d'ailleurs depuis le début de la création. Je ne les citerai pas, mais j'ai au moins un certain nombre d'abonnés qui sont là depuis le tout début de la chaîne, sachant que au début de la chaîne je mettais pratiquement aucune vidéo en ligne, et soyez-en remerciés. Alors, quel futur pour la chaîne? Alors, première remarque concerne la longueur des vidéos. Alors effectivement, je fais des vidéos qui sont relativement longues, j'essaye de les limiter à 30 minutes, je reviendrai sur ce format-là dans quelques instants, quand on examinera un peu les statistiques. Alors le deuxième sujet qui a été abordé, ou du moins qui m'a été suggéré, ça a été de changer le nom de la chaîne, puisque sur cette chaîne on aborde beaucoup, on va dire, l'histoire de l'analogique, ou du moins les principes analogiques, et évidemment ils sont totalement applicables, certains me l'ont fait remarquer à plusieurs reprises, à d'autres domaines que les tubes. Alors changer le nom de la chaîne, à voir. Alors sous-titrer les vidéos en anglais, ça m'a été demandé. Alors il faut savoir que c'est techniquement possible, mais ça demande un travail absolument considérable. J'ai réalisé une vidéo en anglais qui fait partie d'ailleurs des vidéos que je n'ai pas mis en ligne sur la chaîne. Elle est uniquement, je crois, sur le site web et sur Facebook. Celle-là a été tournée en anglais, donc il aurait fallu la sous-titrer en français, mais sous-titrer mes vidéos ou reprendre le sous-titrage de YouTube en français, c'est un boulot de titan. Et très honnêtement, pour l'heure, c'est hors de mon aptitude ou de ma portée, eu égard au temps que je peux consacrer au canal. Alors, faire des vidéos en anglais, je viens d'y répondre. C'est une question que je me suis posée au départ de la création de la chaîne. J'aurais pu faire cette chaîne en anglais, mais il y a beaucoup de ressources dans le domaine, notamment des tubes et de l'électronique en anglais. Et je ne voyais pas très bien ce que j'allais apporter sur ce sujet-là. Certes, on élargit l'audience, mais ça supposerait ou alors refaire un deuxième canal en anglais. Enfin, c'est quelque chose pour l'heure qui n'est pas à l'ordre du jour. Alors, élargir la chaîne aux semi-conducteurs. Alors, au départ, comme vous le savez, je n'ai parlé ici que de tubes, attendu que c'est plutôt ce que je fais à titre personnel. Je ne vais pas faire de la radio numérique à la maison. Alors oui, je vais élargir probablement aux semi-conducteurs, en particulier parce que je veux qu'on parle au moins de deux éléments, que sont les amplificateurs opérationnels et surtout les générateurs de courant, puisqu'on verra qu'on peut les utiliser pour améliorer notamment la distorsion dans les étages à triode. Et faire des étages hybrides en particulier. On pourrait parler d'étages hybrides. Donc oui, je pourrais élargir aux semi-conducteurs, c'est en partie prévu. Moins de théorie. Alors, certains souhaiteraient avoir moins de théorie. Par ailleurs, quand on va regarder les statistiques, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt les vidéos théoriques qui rapportent le plus de vues et souvent le plus d'abonnés. Alors, certains m'ont proposé d'ouvrir une chaîne secondaire où en particulier je pourrais y développer la théorie de manière plus exhaustive et plus poussée. Alors, il faut savoir que déjà gérer, en ce qui me concerne, une chaîne YouTube, c'est déjà un travail que j'arrive pas toujours à faire dans les temps. Et envisager d'ouvrir une chaîne secondaire pour pouvoir approfondir la théorie, c'est quelque chose que je ferai peut-être un jour, le jour où j'aurai des centaines de milliers d'abonnés, et on verra. Mais pour l'heure, je préfère me concentrer sur le canal, sachant que, je repasse le message, la théorie que j'expose au sein de la chaîne ne dépasse pas en principe le niveau du bac technique. C'est pour ça que je n'aborde pas sur la chaîne le calcul opérationnel, c'est-à-dire les transformés de Laplace,
et on verra que ça me pose des problèmes pour terminer en particulier la vidéo sur la stabilité des amplis. Il faut que j'arrive à la vulgariser sans passer par le calcul opérationnel. Je n'aborde pas les équations différentielles non plus, puisque j'ai appris d'ailleurs récemment qu'elles n'étaient plus enseignées au niveau du bac, je crois. Donc finalement, effectivement, j'essaye de rester sur des sujets d'algèbre linéaire, de la même manière que je n'aborde pas non plus le calcul matriciel, quoique un certain nombre d'entre vous m'ont demandé de l'aborder. J'évoquerai peut-être probablement la théorie des quadripoles avec le calcul matriciel dans une vidéo. Éditer un livre, alors ça c'est surprenant, mais un certain nombre d'entre vous m'ont demandé si je voulais pas mettre par écrit tout ou partie et même approfondir dans le cadre d'un manuel ce qui était sur la chaîne. Alors il faut savoir que, bon, d'abord je les en remercie, mais pour rédiger des white papers ou passer une bonne partie de ma carrière à rédiger des documents, je sais le temps que ça prend, et même si je l'éditais sous la forme d'un e-book par exemple, ce qui peut être envisageable, c'est un travail absolument colossal, en particulier si, alors là pour le coup, si on veut vraiment corriger correctement et éviter de mettre des erreurs. Encore faudrait-il trouver un axe qui soit assez différent à la fois de la littérature, on va dire, historique que vous pouvez rencontrer, et les manuels qui peuvent traiter de l'électronique analogique. Alors, interview de professionnels. Alors ça, j'ai eu un très bon retour quand on a fait l'interview de Marc Hallyday, étant franco-américain, c'est la raison pour laquelle j'avais tourné la vidéo en français et en anglais. Oui, alors c'est prévu, j'avais prévu deux choses à voir. Je voulais rencontrer un bobineur, parce que j'avais un voyage prévu à New York, où je devais rencontrer la personne, et avec le Covid, j'ai pas pu faire ce voyage. Donc ça, c'est que partie remise. J'ai l'intention de vous interviewer un professionnel qui fabrique des systèmes pour les studios d'enregistrement. On a commencé à échanger, il faut simplement que je trouve une date, et je voudrais vous faire rencontrer notamment ces gens qui, pour certains, d'ailleurs enseignent à l'INA, ce qui serait une excellente occasion de vous montrer la démarche qu'a un professionnel dans la réalisation de matériel, notamment pour des studios d'enregistrement, donc des produits à haute performance. Collaboration avec d'autres chaînes. Alors, est-ce que je suis ouvert à faire une collaboration avec d'autres chaînes? Alors, la réponse est bien sûr oui. Encore faut-il trouver un thème autour duquel travailler. C'est déjà en partie en cours. Je ne vais pas nommer le youtubeur en question, puisque on n'a pas encore travaillé vraiment, mais on a au moins conclu un accord de principe. Il se reconnaîtra dans mon propos. Mais oui, bien sûr, je suis ouvert à travailler avec d'autres chaînes, sans aucun problème, si elles le souhaitent. Alors, revoir le site web. Alors, il faut savoir que oui, je suis non seulement d'accord, mais c'est même un sujet. Je suis insatisfait du site web dans la forme qu'il a. C'est un WordPress, il faut que je trouve le temps de refaire le skin, puisque c'est un WordPress que je fais héberger, je ne sais plus chez quel hébergeur, chez Gandhi, je crois. Et je suis pas du tout satisfait de la forme qu'il a, la façon dont je voudrais faire quelque chose de plus simple et de plus accessible. Donc oui, ça fait partie des choses que j'ai en priorité. Il faut vraiment que je songe à ça, d'autant plus que je voudrais mettre dessus des compléments. Et j'ai un autre problème, c'est que croyez-moi, entre écrire des équations au tableau et les écrire sous Word, c'est infernal. J'ai pas encore trouvé, même en Open Office, des outils qui me permettent de correctement rédiger des sites web, des équations, pardon. Alors maintenant, regardons un peu les statistiques de la chaîne en moyenne. Pour une chaîne qui tourne à un peu moins de 5000 abonnés à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, je constate que j'ai une communauté extrêmement pertinente, à la fois dans les questions et surtout à la fois dans, on va dire, le nombre de vues que peut engendrer une chaîne de ce nombre d'abonnés. Et de ce point de vue, je tiens également à vous remercier de votre fidélité. Alors si on prend la dernière vidéo qui concerne le facteur de bruit, si vous regardez bien, je fais en moyenne entre 1000 à 1500 vues, parfois beaucoup plus. Et si on regarde cette dernière vidéo, à l'heure où je tourne, je dois être à 1400 vues probablement, pour 10 jours de mise en ligne. Alors, 1500, moi, je ne suis pas un spécialiste des statistiques YouTube, mais si on considère environ 4500 à 5000 abonnés, 1500 vues, vous comprenez bien pour une vue, sachant que je n'appelle pas sur la chaîne
ça ne vous aura pas échappé, ni à vous abonner, ni à cliquer des pouces bleus, etc. Je ne fais pas du tout de ce que les youtubeurs appellent des call to action. Voilà, vous regardez, si ça vous intéresse, ok, si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Et si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Bon, je vais pas vous dire à chaque vidéo, ouais, merci, en démarrage, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner, quoi. Bon, cela dit, vous pouvez vous abonner si ça vous intéresse. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je fais pas de l'autosatisfaction, mais je trouve que ça, je considère que, et c'est une vidéo très théorique. Alors si on regarde après le sujet des vidéos, alors j'ai des vidéos qui sont, alors paradoxalement virales. Si vous regardez la vidéo sur la Diodavine, par exemple, c'est juste incroyable, puisque c'est la toute première vidéo de la chaîne, c'est-à-dire qu'elle a été tournée dans les conditions de l'époque, avec un iPhone, etc. Eh bien, il faut penser que c'est quand même une vidéo qui me fait 11 000 vues à ce jour, qui m'amène des vues à chaque semaine. Et c'est la toute première vidéo de la chaîne, et c'est même une des chaînes qui ramène pas mal d'abonnés, etc. Et la deuxième vidéo, c'était la construction d'un premier ampli à tube, c'est-à-dire un ampli en classe A, qui était vraiment un truc absolument pas performant, mais qui était vraiment la base de la classe A, et qui à ce jour fait plus de 30 000 abonnés, et m'a ramené quand même 605 abonnés. Donc, et sachant que cette vidéo, il y avait quand même un certain nombre de détails, je ne vous ai pas présenté un plan, je vous ai présenté un process pour parvenir, et ceci en plusieurs vidéos. Alors après, si on regarde la durée moyenne d'une vidéo, elle est de 8 minutes, c'est-à-dire qu'elle représente à peu près 27 à 30% de la durée d'une vidéo de 30 minutes. Alors une analyse simple consisterait à dire, si je fais des vidéos de 8 minutes, je vais avoir 100% de temps, enfin d'audience sur l'ensemble de la vidéo. Je ne pense pas que ce soit aussi simple, je ne me rends pas compte si 30% de vision, enfin de visionnage, pardon, d'une vidéo est un bon score. Mais en fait, quand je fais des vidéos de 30 minutes, j'ai à peu près 30% de l'audience qui est toujours là à la fin de la vidéo. Bon, pris note, vous voyez, c'est des vidéos. Et alors, ce qui est assez paradoxal et ce qui finalement donne un autre éclairage, c'est que si vous regardez bien les vidéos concernant le flux, par exemple, magnétique, alors là, j'ai 3 minutes 54 de durée moyenne parce que la vidéo est assez courte, mais on se rend compte que les vidéos, souvent les plus théoriques, rapportent beaucoup de vues. C'est-à-dire finalement les vidéos qui exposent véritablement la théorie. Alors maintenant, on va parler justement, tant qu'on est dans la théorie, entre mathématiques et théorie, puisque c'est un des sujets qui revient assez fréquemment. Alors première question, pourquoi faire des mathématiques? Alors il y a deux façons de pourquoi on fait ou pas des mathématiques. Alors il y a des gens qui aiment les mathématiques. J'ai notamment le fils d'un copain là, qui est chercheur au CNRS, qui fait des recherches en mathématiques. Ça, c'est des gens qui aiment les mathématiques, et j'y reviendrai dans le détail, puisque dans ce que je vais évoquer sur les nombres complexes, je vais vous parler de la relation entre les mathématiques et la physique. Mais généralement, pour l'électronicien ou pour le physicien, comme le dit un ami à moi qui est prof à l'université de Bourgogne, les physiciens sont des gros feignants, ils vont au plus simple, et ils ne s'intéressent pas trop aux démonstrations, c'est-à-dire j'entends aux démonstrations mathématiques, ou essayer de comprendre les conjectures mathématiques, sauf à très haut niveau. Souvent, pour nous, les mathématiques est un outil, soit un outil de calcul, pour pouvoir calculer, ou soit surtout un outil pour comprendre les phénomènes physiques, parce que les mathématiques, la physique et l'électronique n'échappent pas à la règle, puisque c'est de la physique appliquée, est tout à fait contre-intuitive, c'est-à-dire qu'en fait, l'observation d'un phénomène, et c'est le cas par exemple quand on a parlé du facteur de bruit, est souvent contraire à l'intuition est souvent contraire à la loi et à ce qu'il faudrait faire. Et en ce sens, les mathématiques vont vous dire, finalement, ce que vous observez et la conclusion que vous pouvez tirer est fausse en regard des calculs. C'est pour ça que je parle de mathématiques, pour vous expliquer les phénomènes. Je regarde l'heure parce que là, j'ai toujours peur d'être un peu long. Alors, doit-on apprendre par cœur les formules? Alors ça, je vais vous mettre excessivement à l'aise. Il n'est absolument pas nécessaire d'apprendre par cœur les formules. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui font des carrières techniques ont des difficultés à apprendre par cœur les choses. C'est tout à fait mon cas, par exemple. J'ai passé le code, j'ai étudié pendant je ne sais pas combien de temps pour le connaître par cœur. Et quand je l'ai repassé pour la moto,
autant vous dire que ça a été le chemin de Damas, parce que j'ai horreur d'apprendre les choses par cœur. Ce qu'il faut, c'est comprendre les principes. Et j'ai des notes, je prends tout le temps des notes, c'est encore le cas aujourd'hui, je vous ai sorti ça, par exemple, c'est un carnet dans lequel je note, soit je dessine les projets. Regardez ça comme ça, voilà, typiquement, ça c'est un ampli qui est dans mon salon, c'est un classe AB, mais typiquement, vous voyez, quand j'ai des trucs comme ça, je relève les formules. Alors, évidemment, je ne les relève pas comme ça au pif, mais des fois je suis obligé de me référer, ou j'ai des aides-mémoire. Donc c'est inutile d'apprendre, ce qu'il faut c'est comprendre les principes et être capable de savoir où aller retrouver la dite formule et voir la démonstration si vous allez, si vous voulez faire ça avec une rigueur plus grande, on va dire, parce que c'est pas tant le sujet d'apprendre les formules, c'est surtout de comprendre d'où sortent les formules. Alors, peut-on faire de l'électronique sans mathématiques? Oui, on peut faire de l'électronique sans mathématiques, parce qu'à peu près tous les électroniciens qui ont décidé de faire ce métier, et qui généralement à 16 ans ont commencé à bricoler en lisant le haut-parleur, ce qui était mon cas, ou électronique pratique, ben on faisait des schémas, et on recopiait le schéma, ou souvent même on faisait le truc avec du, comme je peux refaire aujourd'hui d'ailleurs, avec du perclos, et on refabriquait des trucs qu'il y avait dans des revues, on ne comprenait pas ce qu'on faisait, des fois ça marchait pas et on ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui il y a des kits, sur Sirob ils présentent souvent des kits, Electrobidouilleur aussi, dans beaucoup de ces kits là, vous montez, en principe si le kit est bien fait ça fonctionne. Si on veut comprendre comment ça marche, à un moment donné on va se heurter à un mur, et on ne va pas comprendre pourquoi le montage ne fonctionne pas, ou pourquoi la modif qu'on a faite n'apporte rien. De ce point de vue, c'est nécessaire de faire un minimum de mathématiques. Alors, quel est le lien entre les mathématiques et l'électronique? Ça, c'est une question qui n'est pas vraiment une question technique, au sens... c'est une question large. C'est une question qui rejoint à la fois l'épistémologie et la philosophie. Alors, je ne vais pas y répondre dans cette réponse aux questions. C'est ce que l'on appelle la déraisonnable efficacité des mathématiques. Il est difficile d'expliquer pourquoi, par exemple, quand on est sur un circuit RLC, le simple fait d'écrire une équation différentielle va nous donner le comportement du circuit, ou si on utilise des nombres complexes, pourquoi, si on est en régime sinusoïdal permanent, ce qu'on va écrire sur une feuille avec des modèles mathématiques rend parfaitement compte des lois de la nature. C'est quand même un sujet que je vais aborder dans les nombres complexes, puisque je vais le scinder en deux, et dans un premier temps, je vais essayer de décrisper le sujet des nombres complexes qui ont dans leur acception deux problèmes que sont complexes et imaginaires. Donc ça, c'est une question qu'il faudrait que j'aborde sur un autre site, puisque le deuxième sujet qui m'intéresse dans la liste, c'est l'étude des textes, que ce soit en grec ancien ou en hébreu biblique, mais là, c'est pas le sujet de la chaîne. Alors, les résultats incohérents, et ça, c'est un vrai sujet pour vous dire le niveau des questions que je peux avoir sur cette chaîne. J'ai eu une question, une remarque qui implicitement indique: est-ce que les équations sont invariantes? En d'autres termes, est-ce que les équations peuvent être réversibles, en particulier concernant le temps? Alors il faut savoir que la plupart des équations physiques sont invariantes, c'est-à-dire qu'on peut appliquer ces équations avec des temps négatifs, c'est-à-dire avec des, on va dire, des phénomènes qui supposeraient que le temps s'écoule du futur vers le passé. Alors oui, les équations sont souvent invariantes, voire les équations ne font pas appel au temps. Souvent parce que c'est dissimulé dans l'équation. Quand vous écrivez U égale RI, vous ne faites pas appel au temps. Donc vous pouvez penser que ça pourrait marcher dans tous les sens, mais en réalité, ça c'est caché parce que généralement, quand on est, dès qu'on est en alternatif, le temps intervient, mais on le fait sauter par simplification de l'équation. Et après, il y a bien sûr le sujet des impossibilités physiques sur lesquelles je suis souvent interrogé, notamment par l'un d'entre vous. Alors il faut savoir que on n'est pas sur la chaîne de Sciences Étonnantes ou sur une chaîne de prépa, on va dire à la mécanique quantique ici, mais je vais quand même répondre à une ou deux formules là-dedans. Je vais vous présenter ici un signal périodique.
Si vous regardez bien ici cette équation, ici, là, si vous regardez bien cette partie-là, là, qui est là, à supposer qu'on ait ici le temps, elle remonte le temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer d'un point de vue mathématique, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une équation qui remonte le temps. Ça pose aucun problème d'un point de vue mathématique. C'est absolument impossible à faire en physique, ce que je viens de vous dessiner. Si vous voyez ça sur votre oscilloscope, ici, eh bien, considérez que, faites une photo surtout, envoyez-la moi et je pense que nous postulerons ensemble pour le prix Nobel. Vous n'avez pas ce genre de fonction qui remonte le temps. Ensuite, une deuxième question qui m'a été posée, et celle-là je l'ai retenue aussi, c'est que penser de la bande latérale inférieure qui se trouve dans le temps négatif? Est-ce le temps négatif? Est-ce que la pulsation oméga peut porter un signe moins ou racine de i? C'est quelque chose que je n'arrive pas à bien comprendre, pourtant la théorie donne et l'instrument de mesure le donne aussi. Alors, la notion de fréquence négative n'existe pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une fréquence négative dans le monde réel pour la bonne raison que si vous aviez une fréquence négative, ça voudrait dire que la fréquence remonte le temps. Vous pouvez avoir, effectivement, et c'est le cas par exemple quand on fait les mathématiques du signal, avoir des fréquences complexes qui peuvent être interprétées comme des fréquences négatives, où on pourrait imaginer ça. Mais si vous avez, par exemple, si vous faites des calculs d'intermodulation et que vous retombez dans des calculs sur des fréquences négatives, ces fréquences-là, vous devez les replier dans le spectre normal. Il n'existe pas en physique, à l'inverse des mathématiques, des fréquences négatives. Et toutes ces questions qui me sont posées concernant la théorie des champs, etc., je suis assez étonné qu'on la pose sur une chaîne d'électronique analogique, mais non. Au niveau où on pratique la physique, on n'a pas d'énergie négative, de fréquence négative, au moins sur ce canal-là, et elles n'ont pas de réalité physique. Alors, venons-en maintenant aux facteurs de bruit expliqués. Alors là, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. La première question, vous indiquez qu'il faut regarder plusieurs fois la vidéo. Oui, c'est vrai. Souvent, je pense qu'il faut que vous regardiez plusieurs fois la vidéo, ce qui doit entrer dans les stats, parce que souvent, c'est assez condensé. Et certains d'entre vous regardent la vidéo plusieurs fois et je les remercie parce que ça prouve l'intérêt qu'ils ont. Moi, je fais d'ailleurs la même chose quand je regarde des chaînes, notamment de maths et de physique, sur les classes prépa. Peut-on dire qu'il vaut mieux amplifier en début de ligne et récupérer le signal en bout de ligne? Oui. C'est-à-dire que quand vous avez un atténuateur, il faut toujours mettre l'ampli avant l'atténuation. Ça, c'est mathématique, c'est ce qu'on a vu dans le facteur de bruit. Il y a des limites à l'exercice. Si vous mettez un ampli comme ça en tête d'un atténuateur ici, on pourrait le penser le faire en audio. Généralement en audio ici on a un potentiomètre, vous voyez, qui vient mesurer. Donc c'est contraire à ce que je viens de vous dire. Le problème c'est que ici vous risquez de saturer l'ampli. Alors en RF, en général on a un filtre qui limite la bande, mais généralement effectivement il vaut mieux toujours amplifier. Et quand on met un préampli, notamment en audio, souvent c'est quand on doit aller vers des câbles très longs. Alors, il m'a dit, merci Monsieur Cavalier, j'ai compris à la 4e, bon excusez-moi j'ai écrit dessus, V sur 2. Alors ça c'était, j'ai compris que certains d'entre vous ne comprenaient pas, je vais vous le dessiner comme ça. Si on a un générateur ici, peu importe, hein, qu'il soit continu ou alternatif, avec une résistance et une deuxième résistance ici, c'est ce qu'on appelle le transfert maximum d'énergie. Alors en radio, on est adapté généralement à 50 ohms. Si les deux résistances, si la résistance interne est égale à la résistance de charge, comprenez bien que si la résistance interne égale à la résistance de charge, bien dans ces cas-là, la tension qui est ici, V, vous voyez bien qu'elle va se retrouver très exactement ici, divisée à V sur 2. Au cas particulier du bruit, si vous êtes adapté, si ça est un générateur de bruit, là, etc., ben, ce que vous allez avoir, c'est KT delta F, quelle que soit la valeur de la résistance, à supposer que vous soyez adapté ici. On reviendra sur le bruit des résistances dans le rapport signal-bruit. Deuxième question, suite à la vue d'un schéma sur un récepteur supergénérateur, je n'ai pas vraiment compris l'intérêt d'un tel récepteur. Avez-vous déjà traité dans ce sujet dans l'un de vos cours? Je serais bien content de mieux connaître son fonctionnement. Pour en revenir au sujet du récepteur à super réaction, c'est prévu,
Mais il faut savoir que ça va être, pour ce qui me concerne, une vidéo extrêmement difficile à vulgariser, parce que sur des aires très simples, le récepteur à super réaction est en réalité extrêmement compliqué, parce qu'il est extrêmement judicieux dans sa conception, et ça demandera une voire deux vidéos. Alors, dans toute carrière électronique, la compréhension intime du bruit me semble la plus importante. C'est quelque chose que je partage tout à fait. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Il faut comprendre le sujet du bruit. J'ai une vidéo que je n'ai pas encore mis en ligne parce que je la trouve trop complexe dans sa partie de vulgarisation, qui est notamment le rapport entre la distribution et la valeur RMS du bruit. C'est prévu, il faut que je la mette en ligne parce qu'elle est faite depuis des mois et j'ai pris la décision de ne pas le faire. J'ai fait certaines vidéos que vous n'avez pas vues, qui sont dans mon ordinateur, je ne les mets pas en ligne. Et effectivement, vous avez la remarque de cet internaute et abonné est parfaitement pertinente. Comprendre le bruit, c'est bien en audio, c'est bien en numérique. Et ne croyez pas qu'on peut s'affranchir des problèmes liés au bruit. Alors maintenant, concernant la densité spectrale de bruit. Alors la densité spectrale de bruit, j'ai plusieurs questions là-dessus. Et j'ai une vidéo, celle dont je vous parle, qu'il faut que je mette en ligne, mais il faut que j'arrive à la simplifier. Donc si vous voulez, il faut que je retourne des parties. Parce que notamment, j'avais fait tout un exposé sur la loi normale et les probabilités liées à ça. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de rendre ça plus digeste que je ne l'ai fait. Donc ça, c'est prévu. Alors la question qui est posée, et qui est tout à fait pertinente, c'est de dire, informer que les vieilles résistances au carbone rajoutaient davantage de bruit que les couches métal d'aujourd'hui. La formule de Boltzmann serait-elle fausse? Alors la formule de Boltzmann n'est pas fausse. Parce que en fait, quand on parle de bruit avec KT, B ou ça dépend, ou KT delta F, hein, KT delta F, on parle d'un bruit large bande, d'accord? C'est-à-dire en principe d'un bruit thermique. Et ça revient à parler des densités spectrales de bruit. Si ici on a la fréquence et que là on a la puissance, par exemple, en dBm, admettons, ça nous parle de ça. Les résistances au carbone, elles ont du flicker en fait, c'est-à-dire qu'elles ont des produits en 1 sur F, ici, qui vient s'ajouter en plus. Et ça, je ne vais pas vous faire la vidéo sur la densité spectrale de bruit, mais les différents bruits s'additionnent en quadrature. Donc ça explique pourquoi, ça explique en partie pourquoi les résistances sont bruitées, parce qu'elles ajoutent au bruit de Johnson, sur lequel on ne peut rien y faire. Ça, c'est du bruit thermique. Alors, à titre d'information, pour vous donner dans vos vidéos la référence d'appareils utilisés lors de vos manipulations, oui. Généralement, j'utilise, alors ça, je le mettrai peut-être en ligne un jour, ou sur le site web. J'utilise essentiellement 3 produits. En ce qui concerne les scopes, j'utilise un scope analogique AMEG qui me sert dans certaines manips, parce que l'analogique est plus facile à... Notamment, par exemple, quand on voulait regarder la distribution. Pour tout ce qui est des figures de lissage, c'est-à-dire les modes XY marchent mieux, j'ai un vieil AMEG d'occasion. Et pour la vidéo, souvent je tourne, parce que je trouve que l'interface PC en numérique, j'ai un Siglent en numérique, un 50 mégas, je la trouve particulièrement merdique, pour tout vous dire, pour tourner en vidéo. Et là, j'utilise un petit scope qu'on m'a donné, qui est un scope USB Vellman, qui pour l'audio va bien, puisqu'il monte, il est officiellement supposé monter, je crois, à 12 mégas. En fait, je pense qu'il s'arrête à 5 mégas, mais par contre, il est vachement bien parce que l'interface est très bonne. Pour autant, c'est pas un produit avec lequel on peut vraiment faire des mesures. Et sachant que j'ai un Antec là, qui est en USB, et là, franchement, je l'utilise carrément pas pour des raisons qui ont été suffisamment exposées par Philippe de Merlac sur son canal. Merci monsieur, est-ce que vous pourriez nous parler du signal sur bruit, etc. dans la DSL, et comment le signal est perturbé par le bruit? Alors ça, c'est typiquement le genre de thème qui sort totalement de l'électronique analogique d'une certaine manière. Effectivement, ça rejoint la question précédente, c'est le rapport signal-bruit affecte effectivement les modulations, et en particulier les modulations numériques. Alors la réponse c'est, en principe, je devrais dire non, mais je ferai probablement une vidéo effectivement sur les conséquences du rapport signal-bruit dans les modulations numériques. Sachant qu'il faut que je trouve encore un moyen de vous montrer ça de manière relativement simple.
c'est-à-dire en évitant de partir sur des trucs à la Shannon et compagnie. Mais oui, je vais en parler parce que en fait, il faut sensibiliser au fait que le bruit, parce que un système numérique, à un moment donné, quand il part sur l'air, en fait, ce qui est le cas enfin sur l'air, d'un point de vue radioélectrique, typiquement ce qui est le cas de la 4G ou des modulations numériques, de toute façon, ce que vous avez à l'extérieur, ça va tôt ou tard être une forme de signal qui a été modulé, donc en analogique, et la conséquence de tout ce que l'on voit en analogique a une conséquence sur l'aptitude à décoder ces modulations. Alors, le super hétérodyne et le mélangeur, là, il y a eu un certain nombre de questions. Bon, j'ai eu plutôt des remarques, en fait, que des questions. Et surtout des remarques, comme vous pouvez le voir, je la laisse à l'écran, pertinentes, notamment concernant la normalisation des filtres fréquences intermédiaires et à la suite les brevets GSM que j'ai pu connaître, puisque dans ma carrière, j'ai vu l'émergence du GSM quand on est passé en téléphonie, on va dire, analogique, vers des technologies numériques. Alors ça, c'est assez pertinent, mais bon, ça, autant vous dire que je ne vais pas aborder ce sujet-là, même j'ai répondu d'ailleurs, si vous regardez, on a échangé d'ailleurs avec cet abonné sur ce sujet-là. On me pose la question de savoir si on ne pourrait pas faire en ligne, si je ne pourrais pas tourner le réglage d'un récepteur à l'écran. La réponse est oui, je vais le faire. J'ai d'ailleurs un récepteur là-haut qu'il faudrait qu'on fasse, et je voudrais surtout le faire avec les équipements de l'époque, et pas forcément, avec les équipements de l'époque tels qu'il était fait à l'époque, et pas forcément avec des analyseurs de spectre, analyseurs de réseau et autres produits modernes. Donc ça, oui, je vais le faire. Pour vous montrer, c'est pas compliqué. Il faut simplement travailler avec méthode. Alors, pouvez-vous nous donner des conseils pour l'installation d'un oscilloscope adapté à la pratique des montages à tubes? Alors, là, c'est assez simple. Soit vous faites de l'audio, et vous pouvez parfaitement acheter en seconde main un oscilloscope analogique. Et il vaut mieux d'ailleurs que vous achetiez un oscilloscope analogique en seconde main que le petit truc dont je vous ai parlé, par exemple le petit Vellman à 5 mégas, parce que vous allez, tous ces scopes USB par exemple, pas cher, souvent ils n'acceptent que 30 volts en entrée, donc ça suppose que vous mettiez des sondes pour éviter de déclaquer. En plus, ils vous ramènent la terre sur le PC, donc à la première fausse manip, vous pouvez flinguer allègrement votre ordinateur. Et si vous prend l'idée désastreuse, par exemple, de mettre votre PC sur batterie et de mesurer ça, je veux dire, en flottant, en pensant que vous pouvez mettre des fortes tensions, très franchement, ça, vous pouvez flinguer votre PC, et surtout, pour parler très clairement, vous pouvez aller à la châtaigne assurée, surtout avec des trucs qui vous sortent des 400 volts. Donc achetez plutôt un analogique. Si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez acheter un numérique. Aujourd'hui, pour 300 €, on trouve un oscilloscope numérique impeccable. Si vous avez moins, achetez celui que j'ai. Moi d'ailleurs, j'ai travaillé pendant des années avant d'acheter un numérique avec un AMEG 2 x 20 mégas. Si vous faites de la radio et que vous mettez ça dans une radio et que vous voulez aller voir des oscillateurs locaux, par exemple, à 1 méga, 2 mégas, voire un peu plus, là, c'est un peu mince. Ça va travailler avec un équipement à 20 mégas, quoique si vous faites essentiellement des petites ondes et des grandes ondes, pas beaucoup d'ondes courtes, vous pouvez utiliser un oscilloscope tout à fait analogique. Alors, autre question, je ne comprends pas bien pourquoi un élément non linéaire comme la diode a pour effet de produire un mélange de fréquences. Ça renvoie à un sujet qui est la non-linéarité des éléments que sont des semi-conducteurs et des éléments actifs. Alors il faut savoir que tous les éléments actifs, quels qu'ils soient, sont des éléments non linéaires. Typiquement, si maintenant je prends une diode, je vais vous dessiner ici une diode à semi-conducteur. Une diode à semi-conducteur, idéalement, encore si on prend ça, elle est censée faire ça. C'est-à-dire qu'idéalement, elle est censée avoir un seuil, ici, qui est de 0,6 volts, enfin, ça dépend de la diode. Et après, vous avez ici une droite, c'est-à-dire une formule de la forme Y égale à X. Plus B, on va dire. Ça, c'est linéaire. Et ça veut dire que tout ce que vous allez rentrer là-dedans ne va faire l'objet d'aucune modification spectrale.
Quand vous avez une diode, que ce soit une diode à semi-conducteur ou une diode à vide, par exemple, elle va faire un truc comme ça. Cette courbe-là, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si vous rentrez un signal à l'intérieur comme ça, et c'est ce qu'on a vu, ce qui va ressortir ici, c'est un signal qui va être distordu. Alors n'en parlons pas si vous faites un montage comme ça, avec une résistance. Ici, vous allez rentrer un signal alternatif, et ce que vous allez ressortir, c'est un signal comme ça. Donc le spectre que vous avez ici, c'est une seule, on va dire, fréquence. Et ce qui va ressortir en sortie, c'est une série de fréquences. D'accord, ici, principalement, d'ailleurs, des fréquences enrichies en harmonique 2. Alors, ces courbes-là, ici, vous pouvez les modéliser, et notamment Excel le fait très bien, ce qu'on appelle des courbes de tendance. On peut modéliser ces courbes-là sous la forme de courbes de type Y égale AX, par exemple, on va dire AX2, AX3 plus BX2 plus BX plus C, par exemple, etc. Si vous rentrez là-dedans des fonctions de type sinusoïdal, et en particulier si vous rentrez 2 sinus, vous allez à un moment donné, tôt ou tard, vous retrouver avec des produits du type sinus A qui multiplie sinus B. Et ça va vous donner en fait des produits de la forme, bon, sinus A sinus B, ça va faire un demi de cosinus A moins B plus un demi de cosinus A plus B, d'accord. Ici, vous voyez que là, vous avez la soustraction ou l'addition de produits. Alors évidemment, c'est encore plus compliqué que ça, parce que si on rentre là-dedans, je l'ai fait d'ailleurs sur Excel, il faut que je vous présente ça quand on parlera de la modélisation des tubes, vous pouvez calculer le nombre d'harmoniques et les niveaux des harmoniques que vous avez en ayant modélisé cette courbe ici sur Excel. On va revenir sur le sujet de la contre-réaction, sur lequel je vous dois une vidéo sur la stabilité des amplis qui est à moitié tournée et qu'il faut que j'arrive à simplifier dans sa forme en particulier pour les conditions de stabilité des amplificateurs. Alors ça, c'est un sujet qui fait toujours débat, la contre-réaction, surtout en audio. Et l'internaute qui est ici m'indique que quand il fait une contre-réaction au travers d'un circuit RC, l'internaute et l'abonné d'ailleurs, il a une variation de la phase. C'est tout à fait normal. Parfois, vous avez des éléments réactifs, qui soient capacitifs ou réactifs, et qui font tourner les phases. C'est tout à fait normal. Et si on regarde les courbes, on y reviendra à cette vidéo-là. Surtout, le gros problème, pour stabiliser un ampli, quand on applique de la contre-réaction, c'est justement la rotation de phase. Si on n'a pas appliqué une contre-réaction comme une bourrique, à la limite de la stabilité de l'ampli, ça ne pose régulièrement aucun problème. La fréquence de coupure rappelle la fréquence de résonance d'un circuit LC, ça c'est tout à fait vrai. La résonance pourrait être d'ailleurs un sujet très intéressant à aborder dans vos vidéos, c'est prévu, j'ai prévu de faire une série à la suite des nombres complexes concernant le filtrage, et je parlerai effectivement des sujets de résonance des circuits, on l'a déjà abordé d'ailleurs de manière implicite dans les réponses en fréquence des transformateurs. Je ne connecte pas la contre-réaction car le bruit de sortie est ramené à l'entrée. Alors ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que dans un ampli, je vais le dessiner là par exemple, dans un ampli comme ça, quand vous venez appliquer une boucle de retour sur l'ampli, ici, voilà, vous venez prendre une partie du signal dont le bruit, et effectivement, la contre-réaction réduit le bruit de l'ensemble du quadripole. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fabrique des LNA, c'est-à-dire des amplificateurs faible bruit. Alors après, il y a toujours une limite, comme je le dis tout le temps. La contre-réaction n'est pas un artifice qui consiste à imaginer que parce qu'on va injecter une forte contre-réaction dans un ampli, on va en améliorer les performances. C'est-à-dire la contre-réaction n'est pas un artifice pour compenser un problème de mauvaise conception de l'équipement. Alors, conception d'un préampli ligne à tube, là j'ai eu un certain nombre de questions, ça va aller assez vite, mais je vais y répondre. Alors, cet ampli que j'avais présenté sur la chaîne il y a environ 3 ans, est un ampli qui présente ici, comme vous pouvez le voir, une contre-réaction de la sortie vers l'entrée. D'accord ? Cette contre-réaction a pour effet d'abaisser le gain de l'ampli, de diminuer la distorsion, de réduire l'impédance de sortie au cas particulier de cet amplificateur tel que la contre-réaction est appliquée sur 2 étages. Alors,
j'ai eu une question, j'ai pensé augmenter la résistance de contre-réaction, c'est-à-dire cette résistance-là, pour augmenter le gain. Ça c'est vrai, c'est-à-dire que si on veut augmenter la 220K qui se trouve ici, vous allez effectivement augmenter le gain. Bon, moi j'avais avec 220K et 22K, on avait un gain de 10. C'est-à-dire qu'en fait, essentiellement d'ailleurs, tout ce montage, son gain est strictement conditionné par cette contre-réaction qui est ici. Alors, est-ce acceptable avec 470K ou 680K? La réponse est oui. Et j'irais même, vous pouvez l'expérimenter vous-même, c'est-à-dire changer la valeur de cette contre-réaction. Ça a pour effet d'augmenter le gain et d'augmenter la distorsion. Alors, je l'ai repris en simulation, ce circuit-là, pour regarder ce que ça donnait avec les valeurs. Quand on a une 220K, si on considère qu'on va faire travailler ce préampli à 2 volts, ce qui est beaucoup pour un préampli qui est supposé attaquer un ampli, on a une distorsion de 0,63%. Alors, si on la passe à 470K, vous voyez qu'on passe, on va avoir 0,003% de distorsion, c'est-à-dire rien. Par contre, dès qu'on va monter avec des tensions, on voit que là, la distorsion augmente de manière plus importante, parce que la courbe de distorsion n'est pas linéaire. Et avec 680K, on va avoir 26 dB de gain et 0,69. Alors ça, c'est issu de la simulation, il faudrait le mesurer. Mais 0,07% de distorsion, par exemple, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas relever avec mon distorsiomètre numérique. Alors, certains me posent des questions si je peux construire des équipements et notamment des préamplis, etc. Non, je ne peux pas construire des préamplis et certainement pas avec un grade industriel. Je me pose la question, par contre, ça c'est une question à laquelle je suis en train de réfléchir, de savoir si ce genre de truc où on pourrait sortir un circuit imprimé, je ne pourrais pas soit mettre le circuit imprimé en ligne, soit effectivement vous donner le circuit imprimé pour pouvoir faire le montage finalement un peu sous la forme d'un kit. Il faut savoir que moi je ne fais pas d'activité commerciale sur la chaîne. J'ai un boulot, enfin, j'ai une entreprise avec laquelle je travaille et je n'ai pas, c'est pas une source de revenus, la chaîne n'est pas monétisée et je ne vais pas faire de revenus. Bon, sur ce genre de truc, il faudrait voir si je peux pas le présenter, mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que je fabrique pas, ça c'est un truc que je pourrais faire le jour où je serai éventuellement en retraite et où je déciderai, mais quand même construire sur du grade industriel avec des trucs avec 400 ou 500 volts à l'intérieur, faut voir que c'est pas un truc qu'on fait comme ça pour en faire du grade industriel. Alors, je vais suivre une formation à distance, etc., en électronique, qui va dans la conception d'ampli à lampe. Je voudrais avancer dans la conception ampli à lampe. Bon, très bien. Et la question, pourriez-vous dispenser une formation à distance sur ce projet? Et quels seraient vos tarifs? Alors ça, c'est même question. D'abord, je remercie cet internaute de me faire confiance au point d'imaginer que je peux faire du webinar et de la formation à distance. Ça, c'est pas à l'ordre du jour. Ça pourrait le devenir le jour où je suis en retraite et où je pourrais à ce moment-là avoir un local, où je pourrais recevoir des gens et où là, on pourrait partir de dire, voilà, on va fabriquer un ampli de A à Z, étape par étape et avec quelque chose en présentiel. Pourquoi pas? Mais ça, c'est à l'ordre du jour, pas à l'ordre du jour. On verra ça quand je me retirerai des affaires. Alors, questions diverses. Là, il y a pas mal de questions. Sur les questions diverses, on va les balayer rapidement. Comment savoir si mes deux tubes pour mon poste radio amateur sont HS? Ils s'allument bien, mais je n'ai pas la puissance normale. Alors, idéalement, la solution, et ça, j'y viendrai, je ferai une vidéo là-dessus, c'est de mesurer le tube avec une alimentation haute tension variable, mesurer les courants et les tensions à l'intérieur du tube et regarder s'ils correspondent à des points particuliers de la polarisation à la documentation constructeur, sachant qu'il n'est pas rare d'avoir pas loin de 20% d'écart entre les caractéristiques. Mais si vous observez des variations de courant, par exemple d'anode, sur les tubes que vous avez tracés avec une alimentation faute d'avoir un lampemètre, bien sûr, votre tube, il peut être ce que l'on appelle vulgairement pompé. Mais cela dit, si on a 10 watts au lieu de 80 à 100 watts, c'est pas forcément le tube qui est en panne. Évidemment, si en substituant les tubes, la puissance remonte, là, ça peut être tout à fait autre chose à l'intérieur de l'ampli. Alors, pour faire une détection AM comme une diode, question un tube pour faire une détection AM comme une diode. Alors, ça, c'est non seulement parfaitement possible, mais c'est
C'est même sur ce principe-là que fonctionnent tous les récepteurs anciens, c'est-à-dire avec des diodes à vide. Alors je mettrai peut-être dans les commentaires les références d'un certain nombre de diodes spécialisées pour la détection AM. Alors, pour les modèles de tubes, utilisez-vous LT Spice? Oui, j'utilise des modèles sur LT Spice du commerce, de l'internet, mais j'ai prévu de longue date, j'ai commencé d'ailleurs à le faire, à vous présenter une vidéo pour pouvoir, à partir des réseaux de caractéristiques, réaliser vos propres modèles. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu long, parce que ça veut dire qu'il faut relever les caractéristiques, rentrer les valeurs, tracer des courbes de tendance, et à partir de là, vous allez pouvoir rentrer l'équation dans le tube. Sachant que j'attire votre attention, aussi bon que puisse être un modèle sur LT Spice, il ne remplace ni l'expérimentation ni la correction. Il vous fait certainement gagner du temps. Alors j'ai pensé faire une boîte en bois pour mon ampli. Pourquoi est-ce déconseillé? Alors non, c'est pas déconseillé de faire une boîte en bois pour un ampli. C'est pas le mot que j'emploierais. Les premiers radios étaient entièrement dans des boîtes en bois, il n'y avait pas de châssis. Si vous n'avez pas de châssis, vous n'avez aucune protection, si vous voulez, sur les rayonnements haute fréquence, enfin les perturbations haute fréquence. Mais on peut faire tout à fait. Deuxième problème de faire un coffre en bois, c'est l'évacuation de la température. Le bois, ça conserve la chaleur. Mais oui, on peut fabriquer. Moi d'ailleurs, quand je fais mes tests, je me suis fait des plaques, enfin pardon, des boîtes sur lesquelles je teste les tubes, parce que c'est pas facile d'utiliser des plaques à trous. J'ai fait ça avec des boîtes en bois, mais bon, vous ramassez n'importe quoi à l'intérieur. Alors quand on fait du test, bon, à manière, mais si c'est un truc qui doit être destiné, il vaut mieux avoir un châssis, bien sûr, en métal. Mais je comprends la question, parce que c'est vrai que souvent c'est difficile à travailler, en particulier si vous n'êtes pas outillé pour le faire. Alors il suffit de prendre des cours électroniques pour comprendre ceux des diodes de silicium, etc. et des MOSFET. Oui et non. Oui, au sens où les typologies des tubes sont les mêmes souvent que celles des transistors, puisqu'elles en découlent directement historiquement. Non, parce que la façon dont fonctionnent les semi-conducteurs est infiniment différente de celle dont fonctionnent les systèmes à vide, en fait, les tubes à vide. Si vous prenez un transistor à effet de champ, par exemple, il peut être apparenté, d'une certaine manière, au réseau de caractéristiques d'une pentode, ou peut-être d'une triode, et si vous travaillez sur un montage en cathode commune, un cathode follower, vous aurez exactement le même schéma avec un transistor à effet de champ. Pourtant, les principes sur lesquels il fonctionne ne sont pas les mêmes. Donc, en toute rigueur, le fait d'avoir fait du tube pour passer au transistor, oui, c'est plus facile parce que vous allez acquérir un certain nombre de mécanismes. Sachant que, si on prend les bipolaires, c'est-à-dire quand même une grande partie de l'électronique, un transistor bipolaire, ça ne repose pas sur les mêmes principes qu'un transistor, qu'un tube, même si vous allez retrouver des typologies rigoureusement identiques. Mais j'y reviendrai quand on parlera des générateurs de courant. J'ai un poste Schneider, etc., nanana, etc., et j'ai remplacé les condensateurs. Mais sur le montage d'origine, un condensateur est installé entre la commande 220 volts et le châssis du poste. Alors ça existe beaucoup sur les amplis guitare. C'est ce qu'on appelait the death capacitor. C'est-à-dire que le truc arrive comme ça, tenez-vous bien. Donc là, il y a le 220. Sachant qu'en plus, les trois quarts du temps, ce truc-là, c'est branché sur une prise où il n'y a pas de terre, c'est sans terre. Et là, il y a l'inter, comme ça. Et vous avez un condensateur qui va carrément se raccorder sur le châssis du poste. Alors c'est un condensateur de faible valeur. D'accord? Vous avez le truc qui est connecté comme ça. Alors ça avait une vocation, c'est n'importe quoi, hein, je tiens à vous rassurer, c'est-à-dire que avoir des condensateurs entre le châssis du poste ou de l'ampli et le courant qui arrive du secteur, c'est n'importe quoi. Parce que ça, l'idée, c'était de dire, on va ramener le blindage, on va ramener un blindage sur l'arrivée de l'alimentation, avec un condensateur de faible valeur. Alors si vous avez des amplis guitare anciens, vous coupez ce condensateur immédiatement.
Parce que si ça claque, ici, et que ça se met en coju, vous avez carrément la phase sur l'ampli, pour peu que vous soyez connecté. Et alors, si jamais vous y branchez une guitare électrique, là, elle va porter son nom, pour le coup, de guitare électrique, parce que vous allez avoir le 220 volts sur les cordes. Donc, ça va vraiment s'appeler une guitare électrique. Hein. Et je vous dis que si le type fait du métal, il va avoir une certaine dynamique quand il va jouer. Non, ça, faut virer. Mais je sais que ça existe sur des amplis, et surtout, vous virez. Alors, autodidacte, je préfère l'expérimentation, mais il faut bien faire un peu de maths. Un sujet de vidéo, salut. Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va attaquer assez vite, je pense, les nombres complexes. Merci. Pourriez-vous, dans une future vidéo, expliquer la différence entre une ligne présentant une impédance caractéristique et une ligne quart d'onde? Alors ça, j'en ai parlé, si mes souvenirs sont bons, dans le mélangeur, en disant que les filtres, je crois, les transformateurs étaient réalisés avec des lignes quart d'onde. Alors ça, c'est entrer dans ce qu'on appelle la théorie des lignes, et en particulier parler des propriétés des lignes quart d'onde qui, si elles sont en court-circuit ou en circuit ouvert, comment se comportent comme un filtre passe-bande ou un filtre réjecteur, etc. Il y a des filtres qui sont faits autour de ça. C'est quelque chose que j'envisage d'aborder. Cela dit, là pour le coup, je ne rentrerai pas tellement dans les explications de pourquoi une ligne quart d'onde se comporte comme un filtre passe-bas ou passe-haut. Alors, pourquoi passe-bas ou reject? Parce que ça, on trouve la solution dans ce genre de bouquin là, que vous avez ici. Et là, c'est pourri d'algèbre vectorielle. Alors, on peut s'en sortir des fois avec des versions de complexes hyperboliques, etc. Mais enfin, si vous voulez la théorie avec des intégrales de flux, voyez, on va retrouver avec des trucs comme ça. Je sais pas si on peut voir ça. Et quand on va parler... Bon, alors ça, il faut savoir que pour le coup, les micro-ondes, c'est compliqué, même s'il y a des parties, par exemple, dans ce bouquin, qui seront tout à fait accessibles quand on aura vu les nombres complexes. Parce que la littérature, ça c'est sur les guides d'ondes, la littérature dans la radio, elle est gavée d'utilisation de nombres complexes. Alors, parler des transformateurs interétages, oui, on peut parler des transformateurs interétages, je le ferai... probablement parce que ça a été utilisé dans des amplis, et ça évite notamment les déphaseurs. Bon, il faut savoir que les transformateurs interétages, c'est hors d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sauf pour la beauté du geste, c'est-à-dire qui consisterait à dire je vais fabriquer un ampli et puis regarder le comportement des transformateurs interétages, oui, sachant que les performances même de très bonnes performances sur un transformateur interétage, si on parle de l'audio bien sûr, eh bien ça ne donnera jamais le résultat du plus mauvais des déphaseurs. Mais oui, j'en parlerai parce que notamment quand on reprendra les travaux sur les inverseurs de phase. Alors les nombres complexes, je vais la scinder en au moins 2 vidéos, parce que je l'ai plus ou moins préparé, enfin je l'ai même totalement préparé d'ailleurs. Et dans cette première partie, on ne va pas tellement parler de mathématiques, on va parler d'histoire des mathématiques et comment a émergé le concept de nombre complexe pour démystifier ce sujet qui pose un problème qui est surtout l'acception du nombre complexe quand on parle de complexe et quand on parle d'imaginaire. Donc ça fera l'objet d'une vidéo. Et dans les autres vidéos que je ne vous mets pas en ligne, pour l'instant, notamment, j'y reviendrai et on parlera à la suite de ça. Je ferai une section. J'ai prévu de faire une section pour parler du filtrage et on résoudra, une fois qu'on aura compris le sujet des nombres complexes, on essaiera de résoudre le problème, par exemple, d'un filtre et de voir comment ça se comporte et surtout comment interpréter, même sans aller jusqu'au bout du tracé de la courbe, comment rien qu'à la lecture de la formulation complexe d'un filtre, on peut arriver à avoir une idée de son comportement. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi, si vous avez tenu jusqu'au bout, parce que là quand même on est en train de taper dans
dans la durée à la haute entente emporte le vent, sans le talent bien sûr. Et on se retrouve pour les nombres complexes. Probablement, je mettrai ça en ligne après les vacances. Allez, salut, passez des bonnes vacances et à très bientôt sur les ondes.